Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Gisèle Sapiro. Gisèle est une familière de la Maison française où elle est venue souvent. Elle est sociologue, directrice de recherche au CNRS, professeure à l'EHESS. Elle travaille depuis longtemps sur le champ littéraire et intellectuel. Disciple de Bourdieu, auquel elle a consacré plusieurs ouvrages, dont un récent dictionnaire, Gisèle a écrit de très nombreux livres, dont La guerre des écrivains, 1940-1953, La responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et morale en France, publié en 2011, Les écrivains et la politique en France, de l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie en 2018, parmi bien d'autres. Suite aux récentes polémiques françaises sur les engagements politiques de certains écrivains, comme Heidegger ou Céline, ou sur des affaires de mœurs qui ont suscité des mises en cause, voire des demandes d'interdiction de leurs œuvres, Gisèle Sapiro a voulu éclaircir le débat et elle vient d'écrire un essai qui s'intitule « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?» aux éditions du Seuil. Gisèle va présenter son livre pendant une trentaine de minutes et puis nous ouvrirons la discussion. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le question-réponse sur votre écran. La séance est enregistrée, mais vous resterez invisible. Gisèle, welcome back. Merci beaucoup François pour cette invitation et je suis heureuse de revenir même virtuellement à la Maison française à cette occasion et d'autant plus heureuse de présenter ce travail parce que je suis très, très intéressée au dialogue avec toi et avec le public de la Maison française sur cette question difficile que j'ai abordée pour essayer de relier en fait cette problématique de la morale de l'œuvre et de la moralité de l'auteur aux affaires actuelles et aux affaires passées en fait sur lesquelles je travaille de longue date comme Céline, Maurras et d'autres puisqu'en France on a eu des débats sur est-ce qu'il faut commémorer Céline ou Maurras et qu'est-ce que ça voudrait dire de les commémorer. Voilà. Alors moi, je suis repartie en fait de la question de l'auteur et de l'œuvre comme des constructions sociales, sachant que cette identification entre auteur et œuvre n'a pas existé de tout temps, puisqu'on peut penser aux poètes antiques dont l'inspiration serait d'origine divine, ou bien aux écoles qui se formaient autour d'un maître et où l'originalité n'était pas ce qui faisait la valeur des œuvres, mais plutôt la compétence technique en fait. Donc ce paradigme de l'originalité qui prévaut depuis le romantisme est ce qui a étroitement associé l'auteur et l'œuvre. Donc le livre en fait s'organise en deux parties, une plus théorique et sur le rapport entre œuvre et auteur et une qui est centrée sur des études de cas. Donc je vais plus développer la première partie mais en intégrant des exemples dans cette partie, puis je reviendrai sur les différences entre les études de cas qu'on peut faire. Et donc pour appréhender cette question ardue, je suis partie de Foucault dans son fameux essai « Qu'est-ce qu'un auteur ?», où il pense le nom d'auteur comme l'unification d'une série de discours qui renvoie, selon lui, bien avant la propriété littéraire et intellectuelle qui n'est codifiée qu'au XVIIIe siècle, qui renvoie à la responsabilité pénale, à l'édit de Chateaubriand de 1551, où en fait on oblige l'éditeur, l'imprimeur à l'époque, a posé son propre nom et le nom de l'auteur sur chaque ouvrage imprimé, ce qui permettait en fait de les poursuivre en cas de transgression des interdits à la liberté, enfin il n'y avait pas de liberté d'expression, mais des interdits de ce qui était interdit, des transgressions des discours autorisés. Donc cette responsabilité pénale est antérieure et conditionne en large partie cette appropriation en fait littéraire des œuvres comme littéraires puis artistiques, ça sera plus tard, des œuvres comme un bien dont on peut tirer des profits. Alors, donc, la relation entre la personne de l'auteur et son œuvre est signalée par le nom propre, et ce nom propre renferme le capital symbolique associé à l'auteur en raison de son œuvre. C'est ce que signifient les expressions se faire un nom en littérature ou être un grand nom de la littérature.
Donc, les noms propres sont conçus par les philosophes tantôt comme des descriptions ou des abréviations de description de l'objet. Ça, c'est dans la tradition de Frege et de Russell. Tantôt comme purement référentiel. C'est Saul Kripke. Alors, pour illustrer ces deux théories, on peut prendre l'exemple d'Émile Ajar, qui peut être décrit comme l'auteur de La vie devant soi, mais pas comme l'auteur des Racines du ciel. Puisque Émile Ajar est le pseudonyme de Romain Gary, mais on ne peut pas intervertir les deux. Donc ça, pour ceux qui conçoivent les noms comme des descriptions, voilà, on ne peut pas intervertir. Donc, Émile Ajar décrit en fait l'auteur de La vie devant soi et pas des Racines du ciel. En revanche, pour les théoriciens comme Kripke, le nom est un désignateur rigide et qui renvoie à une personne qui est derrière. Et c'est aussi comme ça que la justice considérera que derrière Émile Ajar, il y a bien Romain Gary. Et donc, de ce point de vue-là, c'est le même auteur qui est l'auteur de La vie devant soi et des Racines du ciel. Donc, vous voyez que ces deux théories, certes, à des usages différents, les deux sont pertinents en fait pour notre propos. Même si bon, je penche plutôt pour la théorie de Kripke. Mais en fait, ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que le nom d'auteur n'est pas exactement le nom de la personne, c'est vraiment le nom qui renvoie à une œuvre et qu'importe quel est le vrai nom de la personne par rapport au nom de l'œuvre, c'est celui qu'on retient. Et les auteurs, d'ailleurs, sont les premiers à jouer avec leur nom pour interroger la relation entre la personne et l'œuvre. Bon, j'en donne des exemples. On peut penser à Pessoa qui avait 70 hétéronymes qui étaient en fait des noms de ces personnages de fiction. Donc, si on connaissait bien l'œuvre, on savait. Voilà, et par exemple, l'écrivaine Chloé de Lôme se réinvente dans son personnage dont le prénom est emprunté à l'héroïne de L'étude des jours de Boris Vian. Voilà, mais donc à la différence du pseudonyme qui dissimule la véritable identité de la personne, le nom d'auteur fonctionne généralement comme un nom d'usage, qu'il soit officiel ou non, et donc il distingue l'auteur enfant de ses œuvres de l'individu socialisé et marque son émancipation par rapport à cette identité, même si le fait que les auteurs souvent choisissent un patronyme, enfin un nom emprunté à un ascendant, comme Céline à sa grand-mère, ou comme Houellebecq à son grand-père, à sa grand-mère aussi, pardon. Donc dans les deux cas, on voit qu'il y a quand même des liens avec la lignée familiale. Alors en fait, moi, ce que je fais dans la première partie, c'est que je tente de penser ce rapport entre l'œuvre et l'auteur à partir de trois dimensions, le rapport métonymique, le rapport de ressemblance et le rapport de causalité. Alors le rapport, je vais brièvement présenter ça. Le rapport métonymique, c'est le nom d'auteur qui désigne un corpus d'œuvres. Donc Flaubert est l'auteur de Madame Bovary et de l'Éducation sentimentale, Polanski l'auteur du Locataire de Tess, et Flaubert c'est le nom aussi de toutes les traductions de Madame Bovary et de l'Éducation sentimentale. Donc, l'usage du nom d'auteur comme étiquette qui désigne l'ensemble de son œuvre reflète l'idée que celle-ci constitue un tout doté d'une cohérence du fait de son inscription dans un projet créateur. Et c'est pourquoi la publication d'œuvres complètes constitue une phase cruciale dans le processus de consécration et de canonisation d'un auteur. Et en même temps, on voit qu'il y a des limites à cette identification. La cohérence n'est jamais complète. Se pose la question du périmètre de l'œuvre et puis celle de son unité. Alors, d'abord, le périmètre de l'œuvre est instable. On a des exemples de faux, comme en peinture, mais par exemple le fameux La chasse spirituelle de Rimbaud. Et puis, les auteurs peuvent renier certains écrits. C'est Céline qui a refusé, après la guerre, de réimprimer ses pamphlets. Il a le droit au retrait, selon le droit d'auteur. Les œuvres peuvent être retouchées. Et alors, à ce moment-là, quel est l'original ? Aragon a complètement réécrit
enfin pas complètement, mais il a fait pas mal de variantes dans la réédition de ses œuvres complètes. Et donc, quel est l'original à ce moment-là? Et puis, il y a la question des inédits. Hein, et donc là, par exemple, les cahiers noirs de Heidegger, qui placent l'antisémitisme au cœur de son nouveau cheminement intellectuel, brouillent en fait les frontières que ces exégètes avaient tenté de maintenir entre l'œuvre et la personne. Donc ça, c'est pour l'instabilité du périmètre. L'unité de l'œuvre aussi, la question se pose, bon, il y a toujours des problèmes avec l'unité de l'œuvre, on doit parfois diviser par période, on connaît les périodes bleu, rose, cubiste de Picasso, le Heidegger avant ou après le tournant, après le Kehre. Alors, est-ce que les pamphlets de Céline font partie de l'œuvre? Céline, dans les années 30, quand il les publie, les conçoit comme faisant partie de son œuvre, dans la continuité de son œuvre, et c'est lui qui décide de les en retirer après la guerre, puisque désormais ça nuit en fait à sa réputation, et là on voit que sa stratégie d'auteur change selon les circonstances. Et autre exemple, Émile Nolde, qui est donc un artiste qui avait été classé dégénéré par le régime nazi. Vous voyez à gauche l'œuvre qui était dans l'exposition de l'art dégénéré, qui, en fait, on a découvert récemment qu'il avait tenté de se faire reconnaître par le pouvoir nazi. Il voulait à tout prix se faire reconnaître. Et vous voyez là un extrait de lettre où il essaye de convaincre le gouvernement, des hauts fonctionnaires de son antisémitisme. Et il change en fait les thèmes de son œuvre pour s'ajuster, pour plaire. Alors il avait des thématiques plutôt chrétiennes parce qu'il était catholique, et vous voyez donc là les thématiques chrétiennes dans la deuxième image, et puis à droite vous voyez une image où il change, il adopte des thèmes nordiques, hein, avec des thèmes de vikings pour plaire au régime. Ça n'a pas suffi, il n'a pas réussi. Hitler détestait ce qu'il faisait, et donc en 1942 il a été vraiment complètement banni, et après il s'est construit un personnage de victime. Voilà. Alors, ces deux cas nous conduisent à la question de la ressemblance entre l'auteur et son œuvre. On présuppose que la morale de l'auteur est liée à la morale de l'œuvre est liée à la moralité de l'auteur. Et en même temps, on sait que l'identification entre l'auteur et l'œuvre retrouve ses limites dans la démarcation entre l'auteur et ses personnages, voire dans la littérature moderne entre l'auteur et le narrateur. Alors, comme vous savez, Balzac lui intervenait pour juger ses personnages. Flaubert, lui, va adopter un personnage de narrateur objectif, impersonnel, assez ironique, mais en même temps, ça n'est pas, on ne voit pas la personne de l'auteur dans ce narrateur. Et puis, il va adopter une autre technique qui est le discours indirect libre, qui va créer une ambiguïté pour savoir qui parle. Et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs en grande partie d'être poursuivi, d'avoir un procès. Alors, les modes de distanciation du narrateur vont de la posture objectiviste du savant qui étudie un milieu social, comme Flaubert, jusqu'à l'adoption d'une perspective interne à l'univers fictionnel par le procédé du témoignage ou du monologue intérieur, en passant par l'ironie. Le jeu peut être celui d'un personnage interne à l'univers fictionnel, sauf dans l'autobiographie, l'autofiction, qui néanmoins introduit un élément fictionnel, et le journal intime. Donc, il y a une démarcation entre le narrateur ou la narratrice et l'auteur qui sous-tend en fait le point de vue esthète qui revendique la liberté de l'art et les droits de la fiction. Mais le point de vue esthète peut également être assumé à la première personne et mis en scène dans des récits autobiographiques, des mémoires ou des journaux intimes. Voilà, donc en gros, comme en littérature, comme dans la chanson, au cinéma, au théâtre ou à l'opéra, les rapports entre l'auteur, le point de vue narratif et les personnages forment une sorte d'espace relationnel complexe où les rapports entre la personnalité de l'auteur, la biographie, les valeurs de l'auteur sont tantôt masqués par le travail de fictionnalisation dans un rapport allégorique ou métaphorique, tantôt explicitement revendiqués dans les écrits autobiographiques en particulier. Et donc ça ouvre une gamme de possibles entre les stratégies d'écriture, mais aussi des possibles interprétatifs de ces rapports.
Et donc, ça va de l'identification complète entre auteur et narrateur dans le journal intime jusqu'à la problématisation de cette relation dans le récit autobiographique et à l'introduction d'éléments fictionnels dans l'autofiction et jusqu'à des degrés plus ou moins élevés de fictionnalisation romanesque ou poétique qui n'empêchent pas l'introduction d'éléments autobiographiques plus ou moins dissimulés. Alors, dans le journal intime, l'identité revendiquée entre l'auteur et le narrateur fait qu'il n'y a pas de discussion possible sur l'imputation des propos qui y sont tenus lorsque ceux-ci sont répréhensibles. Donc, on a entendu des journalistes ou des auteurs dire « Ah oui, mais nous, on pensait que c'était de la fiction ». Le pacte de lecture de l'autobiographie, du journal, fait qu'on ne peut pas penser que c'est de la fiction. Donc, les journaux de Gabriel Matzneff, où cet auteur exhibe, en les magnifiant, des actes caractérisés de pédocriminalité, n'ont été retirés de la vente par son éditeur Gallimard qu'après la publication par une de ses victimes, Vanessa Springora, de son témoignage qu'elle avait significativement intitulé « Le consentement ». C'est un témoignage sur l'emprise qu'elle a subie à l'âge de 14 ans et l'annonce consécutive, et donc à la suite de ce témoignage et de l'annonce consécutive de l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête pour viol sur mineur, ce n'est qu'alors que Gallimard a décidé donc de retirer ces journaux de la vente, qui normalement devaient tomber sous le coup de la loi, mais il y avait une forme de tolérance, donc on pourra peut-être y revenir dans la discussion. À l'inverse de cette démarche autobiographique, on a des auteurs oui, non, là, je parlais d'autres genres de l'écriture de soi, hein, l'autobiographie, donc les confessions de Rousseau, Silvio Granemer, et évidemment aussi l'autofiction. Voilà. Donc, à l'inverse de cette démarche autobiographique, on a des auteurs provocateurs comme Houellebecq qui joue habilement sur les rapports entre l'auteur et son double fictionnel et qui laisse entendre que en fait, cet auteur lui ressemble sans assumer le pacte autobiographique. Par exemple, l'auteur de Plateforme s'appelle Michel, le récit est à la première personne, et en même temps, évidemment, il y a plein de choses qui font qu'il n'a rien à voir avec l'auteur. Mais en tout cas, cet univers fictionnel permet d'introduire des valeurs pénalement répréhensibles, comme le racisme, l'antisémitisme et l'incitation à la haine en raison des origines religieuses, parce qu'elles restent internes à l'univers fictionnel. Donc, on reconnaît dans la loi la distinction entre apologie et représentation. Donc là, il représente un personnage qui devient islamophobe suite à un attentat terroriste dans lequel il a perdu sa compagne et on a l'expression de cette islamophobie qui n'est pas contrebalancée dans le roman. Et puis, Houellebecq a des stratégies dans les médias où il va lâcher une petite phrase en disant que voilà, l'islam, c'est la religion la plus con. Et donc, on sent une sorte de lien entre ces phrases et l'univers fictionnel, mais on ne peut pas évidemment le condamner pour un roman qui n'exprime pas une prise de position, voilà. Même si on peut analyser ce roman et montrer l'ambiguïté inhérente. Par exemple, le critique Jérôme Mézot le lit comme un roman à thèse, où la thèse, c'est une thèse islamophobe, et il y a en même temps une lecture à deuxième degré possible, comme un pastiche de roman à thèse. Voilà. Alors, et puis Houellebecq se défausse de toute responsabilité, il se défend d'être un auteur ou un intellectuel engagé, il dit « me demander un avis sur un sujet quand on me connaît, c'est absurde, parce que je change d'avis assez fréquemment ». Alors, il a été poursuivi pour la phrase qu'il a dite dans les médias, et là, Salman Rushdie est intervenu pour le défendre. Alors, c'était d'ailleurs juste après le 11 septembre, et donc Rushdie est intervenu pour le défendre, dans la citation que vous voyez là. Alors, c'est une stratégie comparable, bien
malgré tout ce qui sépare ce cas de celui de Houellebecq qu'a adopté Polanski lorsque, dans un entretien avec Pascal Bruckner, diffusé dans le document de présentation de son film J'accuse, qui n'a a priori rien à voir avec sa biographie, il a suggéré une analogie entre l'affaire Dreyfus et sa propre situation. L'analogie ne concerne pas les actes, puisque ce film ne traite absolument pas de pédocriminalité, il traite de l'affaire Dreyfus, donc de l'innocence du capitaine Dreyfus, et ne traite pas non plus des opinions de l'auteur, mais en fait l'allusion renvoie à l'antisémitisme supposé des attaques contre lui et à son innocence présumée, alors même qu'il a été puni et qu'il a même purgé une bonne partie de sa peine pour le viol commis sur la personne de Samantha Geimer quand elle avait 15 ans. Donc le caractère scandaleux de ce rapprochement entre une fausse accusation de trahison contre le capitaine Dreyfus et les actes violents avérés contre une mineure pour lequel il a été condamné a été largement dénoncé par les féministes, et notamment au moment de l'obtention du César du meilleur réalisateur. Je reviendrai là-dessus, sur la question des récompenses. En tout cas, ces cas montrent contre les défenseurs de la critique interne que la fiction elle-même s'éclaire des stratégies de l'auteur dans l'espace public et d'éléments autobiographiques. Je voulais aussi mentionner le cas Wagner, qui est révélateur de la ressemblance morale entre l'auteur et son œuvre, y compris dans cet art en principe plus abstrait qu'est la musique, alors même que son œuvre musicale avait été soigneusement dissociée des convictions antisémites de son auteur depuis l'après-guerre, depuis de longue date, oui, enfin surtout depuis l'après-guerre. Cette séparation a été remise en cause par des chercheurs. Adorno, le premier, avait déjà signalé les personnages repoussants de son œuvre, comme Alberich ou vous voyez ici Beckmesser, qui étaient, disait Adorno, des caricatures de juifs. Et récemment, un musicologue, Jean-Jacques Nattiès, grand spécialiste de Wagner, a démontré, en analysant les œuvres, que non seulement on trouve cet antisémitisme dans les opéras, mais même dans certains thèmes de l'œuvre musicale de la tétralogie, qu'on peut analyser comme tel. Et il analyse en fait cet antisémitisme il montre que c'est imbriqué à ses stratégies dans le champ musical, parce que ça visait son pamphlet Les Juifs dans la musique, judaïsme dans la musique, visait en fait ces deux concurrents qu'il admirait et jalousait, Félix Mendelssohn et Giacomo Meyerbeer, qui tous les deux l'avaient aidé d'ailleurs dans sa carrière. Voilà, alors le degré de ressemblance entre l'œuvre et son œuvre l'œuvre et son auteur varie, mais prend surtout des formes plus ou moins transparentes et assumées, ouvrant donc un espace interprétatif que seul le recours à des éléments externes à l'œuvre permet de déterminer. Donc il faut prendre en compte l'habitus, la trajectoire sociale et individuelle de l'auteur, pour reprendre le concept de Bourdieu d'habitus, et puis les stratégies de l'auteur dans le champ littéraire ou artistique, quel qu'il soit. Alors je voudrais parler de la troisième dimension. Ah oui, je voulais juste dire un mot ah oui, pardon, j'ai oublié ce slide. Je voulais dire un mot où est-ce qu'il est passé? Je pense qu'il doit être après, alors c'est Orelsan. Voilà, donc c'est les deux dimensions qu'il faut prendre en compte. Alors j'en viens à la question de la causalité supposée entre l'auteur et l'œuvre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'opposition habituelle entre cause et intention peut être remise en cause à travers notamment Donald Davidson, qui dit « les raisons sont des causes », donc on peut considérer l'intention comme une des causes de l'acte. Et donc, sur le plan juridique, on distingue l'intention de l'action. L'intention n'est punie que si elle a donné lieu à un acte, contrairement dans la religion où on punit des intentions. À l'inverse, l'acte peut se distinguer dans ses conséquences de l'intention, puisqu'on peut être puni pour un acte non intentionnel, crime non intentionnel par exemple, même si évidemment l'intention va avoir
va être un facteur aggravant. Alors, un exemple de meurtre, de mort non intentionnel, enfin de meurtre non accidentel, enfin non intentionnel, est évidemment le cas de Bertrand Cantat qui a tué sa compagne Marie Trintignant, bon, en la frappant, mais sans vouloir la tuer. Alors, l'intention se heurte cependant à la réception qui donne sens à l'œuvre indépendamment des intentions de l'auteur. Alors, je passe sur le droit à l'erreur qui avait été revendiqué à la Libération en disant oui, mais enfin, j'en avais pas l'intention de nuire à la France ou à des Français. On voulait défendre la France. Hein, donc, ça, c'est les procès des collaborateurs à la Libération où se pose la question du sens des actes et de la manière de les assumer. Et je voudrais parler plutôt des appropriations des œuvres indépendantes des intentions de l'auteur. Donc là, oui, c'était là que voilà. Je voulais évoquer l'exemple de Brett Bailey, donc Exhibit B, qui donc était une performance qui reconstituait les zoos humains des expositions coloniales, qui, quand elle a été montrée à Avignon, n'a pas soulevé n'a pas choqué. Hein, l'intention était très claire. On voyait le regard accusateur en fait que vous pouvez voir de cette femme dans le miroir. Et d'ailleurs, les acteurs avaient expliqué pourquoi ils avaient accepté. Hein. Il y avait on sortait de la performance, il y avait une sorte d'exposition de témoignages des acteurs, enfin qui étaient affichés et qui expliquaient pourquoi ils avaient accepté de performer ces zoos. Et le message était clair aussi du point de vue postcolonial, puisqu'il y avait des migrants dans des avions renvoyés chez eux. Enfin, voilà. Et donc, c'est quand c'est arrivé à Londres et puis ensuite en Seine-Saint-Denis qu'il y a eu des protestations d'associations qui, pour beaucoup d'ailleurs, n'avaient pas vu la performance. Alors, il y a eu deux types d'arguments. Là, vous voyez l'argument de l'appropriation culturelle. Et puis, un des arguments, c'était que, en fait, on remettait des Noirs dans des positions de passivité, de soumission, comme s'ils ne s'étaient pas rebellés. Or, ça n'était pas le cas, puisque comme vous le voyez dans ce regard et ce qu'on subissait, c'était qu'il y avait au contraire une charge de rébellion et de violence et d'accusation très forte. Voilà, mais donc c'est pour dire qu'il y a un décalage entre la réception et l'intention. Je voulais donner l'exemple aussi plus ambigu de Orelsan, qui a été condamné en 2009 pour délit de provocation à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur sexe. En fait, il avait une chanson à la première personne où il incarnait un homme qui rentre chez lui et qui trouve sa femme avec un autre homme et qui devient très violent verbalement et qui veut la tuer, enfin verbalement. D'ailleurs, il dit je vais te Marie Trintignant, donc il fait du meurtre de Marie Trintignant un symbole et un symbole comme intentionnel. Voilà. Et donc là, il y a eu finalement, voilà, il a été relaxé, comme vous voyez, par un arrêt un peu ambigu, un peu bizarre, qui taxe le rap d'être, voilà, d'exprimer une jeunesse désenchantée, incomprise des adultes, en proie au mal-être, à l'angoisse d'un avenir incertain, aux frustrations, à la solitude sociale, sentimentale et sexuelle. Bon, je pense que ça témoigne surtout d'une grande méconnaissance du rap qui peut avoir aussi un pôle très moral et très moralisateur même. Voilà. Donc, je voudrais rapidement terminer sur, en fait, l'approche que j'adopte dans la deuxième partie. Ouais, je ne vais pas parler de Frisk Corleone.
pour dire les questions qui se sont posées. Les questions qui se sont posées, donc faut-il censurer les auteurs en raison de leur conduite en tant que personne? Est-ce qu'on peut les récompenser pour leur œuvre sans tenir compte des agissements ou attitudes de la personne? Et doit-on procéder à une réévaluation du canon? Cette question s'est posée pour Heidegger, pour Gauguin, pour Nolde et d'autres. Donc, nombre d'intervenants dans ces affaires se sont exprimés en faveur de la dissociation entre la personne et l'œuvre. D'autres ont avancé leur inséparabilité. Comme vous avez vu, on n'a pas de mal à contester la distinction, puisque souvent c'est l'auteur lui-même ou elle-même qui revient, qui montre les liens entre sa personne et son œuvre. Par conséquent, les débats ne se résument pas à cette opposition. Ils ont aussi porté sur la nature des actes commis, y compris des actes de langage, en sens de John Austin, et leur rapport avec l'œuvre. Et c'est dès lors, au nom de la liberté de l'art ou de la liberté de la philosophie, qu'est revendiquée la dissociation, suivant l'idée que la qualité de l'œuvre est sans rapport avec la morale de l'auteur. Et donc, on a renvoyé les protestations de l'autre camp à ce que Nietzsche appelait la moraline. Alors, ces affaires, où on retrouve sous des formes diverses les trois composantes des scandales, violation des normes, révélation, indignation, ont toutes en commun la problématique du rapport entre la morale de l'auteur et la morale de l'œuvre. Et elles mettent aux prises des intellectuels, des artistes, des intermédiaires culturels, des critiques, des associations, des représentants politiques, des juristes. Et d'ailleurs, une des particularités de ces affaires, c'était la mobilisation collective des intellectuels sous forme de pétitions et de déclarations communes. Par exemple, la pétition de la section états-unienne du Pen Club contre le Nobel à Peter Handke en raison de ses prises de position pro-serbes. Et ça, je pense que c'est une première. Je pense que jamais une section du Pen Club a écrit une pétition contre un prix Nobel, ou celle... il y a eu aussi des mobilisations en sa défense par des écrivains et traducteurs français, aussi par pétition interposée. Donc ces affaires se différencient sous trois aspects, malgré les points communs. D'abord, la nature des actes condamnés, leur gravité au regard de la loi et des opinions publiques, qui constituent autant de prises de position dans des luttes fortement médiatisées autour de la qualification de ces actes et des conséquences à en tirer. Donc, le cas de Polanski et Matzneff concerne les comportements répréhensibles, viol, pédocriminalité. Un autre ensemble de cas a trait aux prises de position idéologiques condamnables, incitation à la haine raciale, antisémitisme, adhésion au fascisme et au nazisme. Et à ce moment-là, on se demande que faire de révélations qui concernent les engagements de jeunesse qui ont précédé l'œuvre dans les cas de penseurs comme Maurice Blanchot, Paul de Man, Hans Robert Jauss, qui lui était donc un officier de la Waffen-SS, ou encore de Günter Grass, qui est lauréat du prix Nobel de littérature. Quelle relecture de l'œuvre philosophique de Martin Heidegger impose la publication des Cahiers noirs, et que signifie d'inscrire Charles Maurras au livre des commémorations nationales? Alors, le deuxième facteur, donc là, c'était sur la nature des actes condamnés. Le deuxième facteur, oui, j'aurais dû mettre voilà. Le deuxième facteur de différenciation tient au rapport entre ces actes ou ces engagements et l'œuvre. Y sont-ils présents et sous quelle forme? Donc, comme je disais, Heidegger, la révélation des Cahiers noirs, c'est jusqu'à présent on essaie de dissocier l'œuvre philosophique des engagements pro-nazis de Heidegger, mais maintenant on peut pas ne pas reconnaître que l'antisémitisme est inscrit dans sa philosophie même. Et puis, chez De Man et Jauss se pose la question du rapport qu'ils peuvent avoir avec ce passé et comment ce rapport peut être inscrit dans l'œuvre.
Alors, on peut quand même distinguer de ce point de vue-là les cas Matzneff et Polanski. On ne trouve évidemment aucune trace dans l'œuvre de Polanski du viol de Samantha Gamer, ni d'apologie de la pédophilie, contrairement à Matzneff, qui non seulement décrit ses ébats avec des gamines de 12 à 14 ans dans ses journaux, mais s'en vante et promeut ce qu'il appelle la philopédie. Or, comme vous le savez, l'apologie d'un crime comme la pédophilie est interdite et tombe sous le coup de la loi. Et en fait, Matzneff doit surtout à ses protections d'avoir été jusque-là, d'être passé vraiment entre les mailles du filet et de n'avoir jamais été poursuivi jusqu'à la parution du témoignage de Vanessa Springora. Alors, il y a prescription, mais on peut quand même, donc, il y aura l'affaire en mars, parce que le parquet peut faire, dans le cas de pédophilie, ouvrir une information. Voilà, et donc je voudrais juste ajouter que Matzneff non seulement exploitait ces petites filles sexuellement, mais il leur soutirait des lettres d'amour pour les publier dans ses journaux, donc pour en tirer un double profit symbolique et économique, tout en se couvrant pour montrer qu'elles étaient consentantes. Et donc voilà. Je voudrais évoquer très brièvement un cas que je n'ai pas traité dans le livre, mais qui est apparu après, c'est le cas de Claude Lévesque, qui me paraît un cas intermédiaire entre celui de Matzneff et de Polanski, et qui est plus complexe. Parce qu'a priori, il n'y a pas de représentation de la pédophilie ni d'apologie qui est inscrite dans l'œuvre. Donc, on serait plus proche du cas Polanski. Donc là, Claude Lévesque, donc c'est un peintre, un artiste qui a été dénoncé il y a un an par un autre artiste, Laurent Follon, qui a dit qu'il a abusé de lui entre ses 10 et 17 ans. Et donc Claude Lévesque se faisait confier des gamins de cet âge par les familles pour un week-end ou pour des vacances. Il en faisait ses assistants. Et il semblerait, alors l'affaire est en cours, donc on ne veut pas le dire, mais si l'accusation est prouvé, donc il abusait de ses enfants. Alors là, le problème, il est... alors la question s'est posée aux institutions culturelles, qu'est-ce qu'on fait? J'en redirai un mot à la toute fin. Mais en tout cas, quand vous regardez en fait la photo en haut à gauche, vacances au Cambodge, comme vous l'avez vu en premier lieu, je pense que comme moi, vous n'aviez rien vu de suspect. Une fois qu'on a en tête l'accusation, je pense qu'on la regarde complètement différemment et du coup, c'est très troublant. Et ce qui est troublant aussi par rapport à ces œuvres et la question qui est posée, c'est la question de leur mode de production. C'est-à-dire que même si les œuvres ne représentent pas un acte répréhensible, leur mode de production fait quand même question. Alors, lui, il récupérait des doudous, vous voyez, au milieu, là, auprès de ses assistants. Il présentait ça comme des cadeaux personnels. Voilà. Donc ces cas montrent encore une fois que quand on veut séparer l'œuvre de l'artiste, ce dernier laisse toujours des traces plus ou moins cryptées de sa vie et de sa personne dans son œuvre, ce qui ne veut pas dire qu'on peut réduire l'œuvre à ça, ni que ces traces sont toujours directes ou simples à décrypter. S'agissant oui, comme je disais, là, dans le cas de l'évêque, la question, c'est plus le mode de production. Et la question s'est posée, en fait, aux institutions culturelles, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à montrer ses œuvres? Il n'est pas encore condamné, on ne sait pas quoi faire. Il y a eu un manifeste d'Art Presse qui parlait de la présomption d'innocence. Voilà. Et donc, le dernier facteur de différenciation des cas, c'est le degré variable de consécration des auteurs concernés qui a une incidence sur le retentissement local, national ou international de la polémique et sur ses enjeux. Et donc là, il y a toute la question de la réévaluation d'auteurs canoniques ou en voie de classicisation et de leur héritage intellectuel
au regard des révélations. Donc là, c'est le cas, bien sûr, Heidegger, mais aussi la remise en cause des marques de reconnaissance, les prix, les commémorations aux auteurs jugés indignes, comme Handke, Polanski. Bon, je ne vais pas parler de Handke, mais on peut y revenir si vous souhaitez dans la discussion, parce que c'est un cas que je trouve plus compliqué que les autres. Il s'agit aussi, pour certains, d'auteurs encombrants pour la mémoire collective, hein, comme la question de Céline et de Maurras. Est-ce qu'il faut les inscrire au livre des commémorations nationales? Angela Merkel a décroché un tableau de Nolde qu'elle avait dans son bureau. Donc, dans tous ces cas, ce qu'on voit, c'est la consécration qui est en jeu, et les adversaires se servent en fait de cette célébrité pour promouvoir la cause qu'ils défendent dans l'espace ou qu'elles défendent dans l'espace public. Par exemple, les féministes utilisent la notoriété de Polanski ou de Bertrand Cantat pour promouvoir la cause des femmes. Bon, dans le livre, j'écris que ça me semble de bonne guerre. Voilà. Donc, pour conclure, en un mot, peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Ma réponse, c'est pas ambigu, c'est oui et non. C'est oui parce que l'œuvre échappe à son auteur aussi en amont dans le processus de création et en aval dans le processus de réception par ses appropriations multiples, ce qui ne veut pas dire qu'on peut réduire l'œuvre à toutes ces appropriations. Mais sociologiquement, je dirais que non, on ne peut pas dissocier l'œuvre de son auteur, à condition de restituer cet auteur dans un espace des possibles et de reconstituer ses stratégies d'auteur et ses stratégies de création pour éclairer sa posture. Les stratégies, j'utilise au sens de Bourdieu, ça peut être des stratégies inconscientes, mais c'est tout simplement une manière de se positionner dans un espace des possibles. Alors, ce que j'en tire, c'est que tout d'abord, il est nécessaire d'éclairer les lecteurs ou les récepteurs sous peine de reproduire la violence symbolique. Et à ce titre, il ne faut pas amalgamer censure et critique, parce que souvent, dès qu'on commence à évoquer ça, on appelle ça de la censure. Or, le principe de la liberté d'expression, c'est que la critique puisse s'exprimer librement et que les points de vue et opinions puissent être confrontés dans un débat rationnel. Mais en même temps, je ne pense pas que la solution, ce soit l'effacement, simplement parce que pour moi, l'effacement, ça revient à le cancel, ça revient en fait à recréer de l'amnésie collective sur ces affaires au lieu d'essayer de comprendre et d'expliciter en fait la violence symbolique que des œuvres importantes du passé ont pu exercer. Et puis, il y a la responsabilité des intermédiaires qui me paraît importante à souligner. Hein, donc, la question qui s'est posée, est-ce qu'il faut retirer les œuvres de l'évêque de telle ou telle institution? Donc, chaque institution est bien sûr libre d'exercer son droit de sélection des œuvres qu'elle expose et d'élaborer une politique conforme aux valeurs esthétiques et éthiques qui sont inscrites dans sa mission. Et ces institutions, notamment les institutions publiques, ont des valeurs éthiques aussi à respecter. Elles sont soumises au cadre légal qui condamne la pédocriminalité. Et cette question de la responsabilité des intermédiaires, elle s'exerce à tous les niveaux, évidemment, pour les éditeurs, pour les agents littéraires. J'ai interviewé beaucoup d'agents littéraires, notamment aux États-Unis, qui m'ont tous dit que ils ne pourraient pas en fait représenter des œuvres qui promeuvent des valeurs de haine, d'antisémitisme, de racisme ou de sexisme, parce que ils m'ont dit ils ne pourraient pas bien les représenter, ils ne pourraient pas les défendre. Voilà, je vais m'arrêter là et merci encore de l'invitation. Merci beaucoup, Gisèle. C'est une présentation tellement claire et bon, moi qui ai lu le livre, vraiment, tu nous refais le parcours là avec une pédagogie absolument remarquable. Et je pense que les étudiants apprécieront. Alors, j'ai plusieurs questions. Je ne vais pas monopoliser parce qu'il y a déjà aussi une question dans le Q&A, mais j'ai quelques questions pour engager la discussion. Hein. Voilà, c'est pas une opposition, c'est juste des interrogations. Alors, tu termines en disant effectivement oui et non, on peut dissocier oui et non. Et moi, je l'entends aussi beaucoup comme un choix de lecture, parce que
quand tu te réfères effectivement à le moment de la mort de l'auteur, c'était au fond, du côté du textualisme, volonté de penser l'œuvre comme système autonome et de penser ses structures, moment fort du structuralisme. C'était quand même pour briser avec la vieille psychologie du rapport entre la vie et l'œuvre. Hein. Voilà, donc le côté lansonien. Voilà, bon. Et donc, il y a eu une espèce de, comme ça, de volonté de sortir des présupposés de la psychologie, de la vieille psychologie. Alors, ma question ou mon interrogation, c'est est-ce que cette approche sociologique ne prend pas le risque, même si c'est, comme tu l'as très très bien dit, voilà aussi l'intégrer dans des processus de stratégie sociale dans les milieux, mais ne prend pas le risque de réhabiliter ce rapport en quelque sorte analogique, même si tu as distingué effectivement métonymie, ressemblance, intentionnalité. Et juste pour engager justement cette discussion, qu'est-ce que tu penses des œuvres qui sont en contradiction avec l'auteur, avec la vie de l'auteur ou de l'autrice, c'est-à-dire comment penser là du coup non plus la ressemblance mais la dissemblance. Moi j'ai travaillé sur comme ça, des philosophes qui vraiment théorisaient l'inverse de ce qu'ils vivaient. Donc comment tu penses ça, comment tu peux l'intégrer, est-ce que voilà, cette dissemblance n'est pas un peu difficile par rapport à intégrer par rapport à une approche plutôt analogique entre l'auteur et l'œuvre? C'est ma première question. Oui. Merci beaucoup, François. C'est des questions qui me parlent beaucoup parce que je suis aussi formée à la narratologie et à une approche qui, justement, ne pense pas que l'auteur, même s'il voulait, détenait l'intégralité du sens de son œuvre et que effectivement, il faut des lectures. Alors, pas toutes les lectures sont assez fondées, mais moi, je pense qu'il y a voilà, un espace des lectures possibles qui est limité, qui n'est pas l'espace des appropriations subjectives, toutes se valeraient. Non, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, bon, on voit bien quand même que dans la génétique textuelle, on trouve des éléments qui aident à interpréter les œuvres sans qu'on puisse les réduire, parce que je pense qu'on voit assez bien que le décalage entre les intentions et l'œuvre à travers les manuscrits de Flaubert, enfin toutes les notes d'intention, voilà. Donc, et on sait tous qu'entre l'intention et quand on se met à écrire, il se passe quelque chose de différent. Et donc ça, moi, je pense que ça, c'est fascinant. Ça m'intéresse. Cet espace-là m'intéresse. En tout cas, c'est certainement pas un retour à la vie et à l'œuvre que je préconise au sens lansonien. Et en fait, bon, si j'utilise la théorie du champ, c'est aussi parce qu'elle pense chaque acte de création dans un espace des possibles donné, c'est-à-dire voilà, par rapport à quoi je me positionne, consciemment ou inconsciemment, quelles sont les options, pourquoi est-ce enfin voilà, on pourrait pas aujourd'hui, si on veut faire écrire de la poésie, on peut pas écrire en rime, sinon on s'exclut d'emblée en fait du champ, et si on sait pas ça, on est exclu. Donc il y a des possibles qui se présentent à un moment donné et d'autres qui se présentent à un autre moment, et c'est ça qu'il s'agit de reconstruire. Après, je pense qu'il y a malgré tout une question de dispositions éthico-politiques qui ne sont pas forcément dans le contenu, qui peuvent être dans la forme et qui peuvent se retrouver. Après, je ne pense pas que le rapport, et c'est vraiment là-dessus que j'ai essayé d'insister, mais bon, je peux qu'en donner des esquisses, hein, que le rapport soit direct. Et le rapport, par exemple, ça m'a beaucoup intéressé de réfléchir au rapport de Yaos ou de Mann à leur passé, parce que c'est un passé dont ils sont sortis. Hein, c'est pas comme Maurras qui pense ce qu'il dit et qui dit ce qu'il pense au moment, à l'instant T. Et donc, en même temps, est-ce qu'on peut se débarrasser d'un tel passé? On voit bien
que Grasse lui-même, ça a hanté son œuvre quelque part. Et d'ailleurs, ça donne une clé de lecture très intéressante sur l'œuvre à travers la culpabilité. J'avais lu un article d'un critique qui était remarquable là-dessus, qui montrait comment, en fait, ce rapport au passé, il peut être aussi de reniement. Alors, sur les philosophes sur la dissemblance, c'est une très, très belle, c'est un très bel objet. Évidemment, on peut se donner des vies autres que la sienne dans une œuvre, et c'est à ça que sert aussi la fiction. En même temps, ça dit quelque chose sur le rapport qu'on peut avoir à ces vies. Donc, encore une fois, c'est pas un rapport simpliste et transparent que je préconise. J'en fais plutôt une sorte d'énigme à explorer avec les outils, tous les outils littéraires d'analyse textuelle, et pas seulement de la vie de l'auteur au sens. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, j'ai deux autres questions, et puis après, je passerai aux questions de Q&A. Moi, j'en vois pas. C'est normal que je ne vois pas les questions du Q&A. Je vais te les lire tout à fait. D'accord. Mais donc, la deuxième question, c'est que toi qui es sensible, et tu l'as dit à la fin, justement à l'intégration des œuvres dans un univers social, et donc évidemment historique, qu'est-ce que tu pourrais dire faute de mieux, j'appellerais l'anachronisme des critiques des auteurs du passé avec justement la morale du présent, le fait de ne pas tenir compte du contexte idéologique et de condamner Voltaire, par exemple, pour des propos qu'on pourrait considérer comme antisémites, ou Molière pour misogynie, ou Platon pour l'esclavagisme. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Comment toi, en tant que justement sociologue, tu analyses ce qui pourrait apparaître comme du révisionnisme? Oui, merci alors pour cette question, parce que c'est une question vraiment cruciale, je pense. Alors, d'une part, je pense qu'il faut historiciser complètement et reconstituer le contexte historique, mais c'est pas parce qu'on historicise que on doit dire que ces discours sont acceptables, parce on peut juger des discours, voilà, de même que sinon on tombe dans un relativisme. On peut aussi expliquer le nazisme par des circonstances du nazisme ou par, enfin voilà. Donc je pense que la reconstitution historique doit permettre de comprendre, pas forcément de le dédouaner, mais de comprendre le sens, la signification que ça peut avoir à un moment donné. Et aussi, c'est intéressant de voir la manière dont ces auteurs adhèrent ou plus ou moins à ce qu'ils disent à un moment donné, dans des circonstances particulières, parce qu'on peut avoir des convictions et ne pas les rendre publiques. On peut comme Céline fait dans les années 30, il rend public son antisémitisme. Après la guerre, il va le camoufler. Donc, il y a des stratégies aussi comme ça donc, c'est aussi la signification d'une prise de position publique à un moment donné, d'une part. Et dans les œuvres, c'est encore autre chose. Moi, je pense que c'est très important de décrypter dans ces œuvres la manière dont elles ont pu reproduire la violence symbolique qui existait à un moment donné. Enfin, la sociologie, elle sert aussi à comprendre les mécanismes de la domination et de la domination symbolique qui peut s'exercer dans certaines conjonctures. Et on peut considérer, alors les œuvres littéraires, artistiques peuvent tout à fait dévoiler ces mécanismes et dénoncer ces violences, cette violence symbolique, mais elles peuvent aussi la reproduire. Et donc c'est important, parfois c'est ambigu. Parfois, dans une même œuvre, on peut avoir des messages contradictoires. Et je pense que c'est justement le travail de la critique et des sociologues et des historiens ensemble, mais de tenir, enfin, d'arriver à comprendre et à mettre au jour ces significations, soit cette reproduction de la violence symbolique, soit cette plus ou moins de contribution. On peut voir aussi si des auteurs ne font que reproduire des stéréotypes de l'époque ou vont plus loin dans la fabrique de cette violence symbolique, ou si au contraire ils sont en retrait. Donc ça, voilà, là on a une vraie problématique qui n'est pas simplement de dénonciation, mais qui est d'interrogation et aussi d'anamnèse, en fait, d'anamnèse
de l'inconscient collectif. Hein. D'accord, merci beaucoup. Alors, une dernière question qui est plus polémique cette fois. Euh, je suis frappé par, bon, toujours chez un certain nombre de sociologues, la volonté d'afficher un propos, une démarche entre guillemets scientifique, et donc d'afficher une certaine neutralité à l'égard des objets qui sont étudiés. Or, quand j'observe finalement les problèmes que tu pointes, je suis quand même frappé par le fait que politiquement, ce que tu analyses sont surtout des auteurs qui se sont compromis avec le nazisme, avec l'extrême droite, et que, étonnamment, tous celles et ceux qui se sont compromis avec les totalitarismes du communisme, du maoïsme, sont étrangement absents. Parce que est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler de, je sais pas, ne serait-ce d'Aragon et le stalinisme, ou du maoïsme et de l'engagement pour la révolution culturelle, de Badiou et de son soutien pour les Khmers rouges, qui finalement n'ont pas eu vraiment d'effet. Ces engagements de gauche pour un certain nombre de dictatures, hein, donc, et peut-être aussi pour l'islamisme, hein, aujourd'hui. Donc ça semble pas poser de problème. Et j'en prends juste, alors, pour essayer de travailler la polémique, à un moment donné, face à Pascal Bruckner, tu entends réparer l'injustice de son accusation par rapport à Virginie Despentes, mais après, tu analyses le texte de Richard Millet qu'il a écrit sur Anders Breivik. Et est-ce que, voilà, au fond, on ne pourrait pas s'interroger sur le fait que ce texte a amené à l'éviction, l'exclusion du champ de Richard Millet, alors que, par exemple, quand Virginie Despentes a déclaré son amour pour les frères Kouachi, hein, j'ai aimé aussi ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser au visage. Elle les a aimés. Elle dit plusieurs fois, je les ai aimés pour leur maladresse quand ils ont crié « on a vengé le prophète ». Donc, est-ce que ces propos-là, voilà, après les assassinats donc, des journalistes de Charlie Hebdo, ne peuvent pas aussi être de la même façon condamnés violemment? Et donc, moi, je m'interroge sur le fait qu'ils n'ont pas d'effet, ils en tout cas sont très très loin des effets générés par des engagements du côté de l'islamophobie, par exemple. Donc, c'est une interrogation, et je t'interroge aussi toi, puisque voilà, ces engagements-là ne semblent pas susciter ton intérêt. Oui, bah merci pour la question, ça me permet d'expliquer. En fait, bon, moi, j'ai eu une commande d'un livre sur les affaires, donc j'ai traité des affaires, hein, j'ai pris les affaires et j'ai pris ce qui était constitué comme une affaire. Et ce qui était constitué comme une affaire, c'était ce qui rentrait en fait dans des transgressions de la loi. Et donc, toutes les affaires dont je parle, c'est des affaires de transgression. Et même le cas en queue où il n'y avait pas de transgression de la loi, en fait, c'était au moment où on essayait de faire reconnaître, en fait, ceux qui attaquent sont ceux qui tentent de faire reconnaître les massacres commis par les Serbes comme un génocide. Ce qui d'ailleurs n'a abouti qu'à moitié, puisque le tribunal pénal international a mentionné une fois génocide, et il parle à un autre endroit de fait génocidaire. Enfin, c'était un enjeu, puisque à Srebrenica, les hommes ont été séparés des femmes et des enfants. Et donc, bon, on peut en rediscuter si ça vous intéresse. Mais voilà, donc effectivement, moi, spontanément, j'ai pris ces cas de figure. Ça ne rend pas moins intéressant ceux que tu mentionnes. Cela dit, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que Aragon, il a été stalinien, mais à aucun moment il a eu des propos haineux visant à exterminer des gens. Voilà. Après, il y a ce qui passait. Il a un système qui a exterminé quand même des millions de gens. Le système, absolument, il a soutenu le système. On peut le condamner pour avoir. D'ailleurs, il a été vraiment un peu marginalisé par rapport à sa valeur littéraire dans le champ littéraire français, contrairement à Céline, qui, lui, on a réussi à faire passer ça sous le couvert de
la folie. Oui, certes, mais en même temps, dans ses prises de position, dans ses valeurs éthiques, il n'y a pas de... Il n'y a pas de volonté d'extermination, de haine ou de désignation de groupes sociaux à raison de leurs origines, de leur religion, de leur identité. Voilà. Sur Virginie Despentes, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre ce texte et le texte de Millet, où Millet écrit un éloge d'un meurtre, un éloge littéraire. Mais enfin, en fait, l'éloge littéraire, c'est ça que j'ai voulu analyser de très près. C'est qu'il prétend que c'est un éloge littéraire, mais ça n'a rien de finalement littéraire, puisqu'on retombe, il y a même pas, il parle de la beauté du geste, hein, mais il n'y a aucune description de la beauté du geste, hein, et en fait, il fait une sorte de justification, pas d'apologie, parce que c'était là, il tomberait sous le coup de. Et donc de dire qu'on aime les frères Kouachi, c'est pas. C'est pas une justification, c'est pas une apologie c'est pas une tentative de justifier ce qui les a animés. Après, je dis pas qu'il faut dire qu'on aime les frères Kouachi, c'est pas la question. Mais je pense que c'est pas c'est pas le même type de texte, c'est pas un texte argumenté, c'est pas un texte voilà. Donc, tu ne dirais pas que dans le milieu, dans le champ littéraire, je veux dire, les engagements pour des systèmes criminels de gauche ont beaucoup moins d'effets polémiques? Je pense pas, non, parce que je pense que, on a eu que ça dans les années 70-80 et encore les années 90, oui. On a vraiment eu que ça, sauf que maintenant ils sont vraiment, c'est plus ça le sujet, quoi. Alors que maintenant, ce qu'on a, c'est si on a Maurras et Céline au menu, c'est aussi parce qu'il y a un retour de l'extrême droite très fort. On a des gens qui se revendiquent. On a quand même un candidat à la présidence de la République, Éric Zemmour, pour ne pas le nommer, qui se réclame ouvertement de Maurras. On a maintenant des gens qui publient des œuvres de Maurras tout en écrivant que s'il a été condamné, c'est à cause des communistes. Voilà, donc la conjoncture, c'est celle-là, là, actuellement. Après, moi, je voudrais juste préciser que ce livre-là, c'est pas, moi, je ne pense pas que la sociologie soit neutre, et moi, j'ai jamais écrit ça, et je ne le défends pas, et je ne pense pas que l'épistémologie soit neutre de manière générale. Et je peux argumenter là-dessus, mais cet essai-là, c'est pas un essai d'analyse sociologique, c'est une réflexion, c'est donner des outils, c'est un livre de commande et c'est donner des réflexions. C'est la première fois que je fais un livre comme ça, des outils pour réfléchir à des débats publics. Je ne prétends pas détenir la réponse à la question. Je fais des propositions de réflexion tout en exprimant les positions, mais tout en me positionnant, en fait. Et d'ailleurs, ma propre position, c'est en l'écrivant que je l'ai à peu près, que j'ai pu mettre le curseur et en lisant les arguments des uns et des autres. Oui. D'accord. Bon, merci Gisèle. Donc, je vais te poser les questions qui sont apparues dans le Q&A. Il y a une première question de Christopher Williams qui est en anglais. C'est à propos de Houellebecq. Je te la lis. Why can't you see that Houellebecq's book titled Soumission is a satire of French society? The narrator figures that if Islam takes over France, then he'll probably get a better job and a higher position as a professor, be given a young wife like his faculty had got, and better pay. So he's willing to go along peaceably with a takeover Muslim regime. His position is, of course, diametrically opposed to that of Le Pen's followers, who fear the loss of French identity, customs, culture, and traditions, as if Arabs would be even worse occupiers than the Nazis. Obviously, Houellebecq's poking fun in a provocative way at the far right's justification of French culture's so-called purity. Bon, voilà, c'est. Moi, je suis assez d'accord avec cette analyse. Je peux répondre en anglais ou je réponds en français? Je réponds en français plutôt, oui, je pense. Oui.
Mais en fait, il y a une différence entre plateforme et soumission. Plateforme, là, c'est là qu'il y avait une forme de roman à thèse, mais qui était aussi une sorte de pastiche de roman à thèse, donc les deux niveaux, comme l'analyse Jérôme Mézot. Soumission, on est effectivement dans une sorte de, de politique fiction un peu farcesque, où effectivement où il montre voilà, les craintes, la matérialisation des craintes qu'on peut avoir, et en même temps en jouant sur des choses qui ne sont pas absolument improbables et pas impossibles. Et voilà, donc bon, voilà, moi je sais pas, je sais pas exactement quelle est la question de ce point de vue-là. Enfin, je pense Oui, qu'il oui, y a une dimension je pense que ironique très oui, oui. forte chez Québec. Il s'amuse, mais il joue tout le temps sur les deux tableaux et sur Oui. le fait qu'il peut être lu littéralement. Enfin, moi, je Mm. connais des gens qui ne sont pas du milieu intellectuel et qui l'ont lu littéralement, comme si ça pouvait arriver, quoi. Mm. Voilà. Alors, il y a une deuxième question. Merci pour ce bel exposé. En lisant Donner, la France Goy, je sens une grande provocation vis-à-vis de toutes les questions que vous posez. La petite musique est citée à plusieurs reprises, la vie de Drummond romancée, l'antisémitisme y est narré comme jeu, comme plaisanterie. Les citations sont collées et exposées comme dans un pamphlet. S'agit-il de l'esthétisme ou du moralisme? Tu as lu le texte de Christopher Donner? Non, pas encore. Oui, oui, bah, il vient de sortir. Alors bon, Oui, oui, oui. Donc j'ai un train de retard là. Mais non, mais bon, moi, ça me semble la piste que je suggère, c'est ça, voilà, de faire une analyse comme celle-là et qui montre justement les ambiguïtés. Et parfois, on ne peut pas trancher, hein, et c'est souvent ouais. comme ça. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de montrer, voilà, c'est l'analyse qui est intéressante. Et cette analyse me paraît, enfin, en tout cas, elle me parle tout de suite. Oui, 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 oui. Bon, alors, il n'y a plus de questions. Je vais reposer une question. C'est un petit peu la même que tout à l'heure, mais c'est à partir d'une phrase de Sartre. Quand on lui dit oui, mais alors vous êtes engagé pour ci, vous êtes engagé pour ça, etc. Voilà. Et comme tu sais bien, il ne cesse de dire mais oui, je ne pense plus du tout la même chose, j'ai dépassé ça. Voilà. Donc c'est l'autocritique permanente et le projet. Et il a cette phrase, cette formule un peu hegelienne pour expliquer, il dit, voilà, je pensais que c'était la vérité, mais les vérités sont devenues. Voilà, il a cette formule, les vérités sont devenues pour expliquer et pour refuser d'ailleurs de faire une sorte de contestation, voilà, de dire oui, j'ai vraiment, c'est vraiment, j'ai tort. Il dit bon, voilà, il faut comprendre que les vérités deviennent. Donc, j'aimerais que c'est un peu la même question que tout à l'heure, c'est au fond, qu'est-ce que tu penses du fait que voilà, il faut tenir compte de l'histoire et parce que j'ai bien entendu ta réponse tout à l'heure sur le fait que malgré tout, ça n'empêche pas d'analyser les processus de domination, de soumission à une époque. Mais voilà, il faut tenir compte, euh, même si on ne croit pas forcément à l'histoire avec un grand H de manière hegelienne, mais il faut tenir compte de la temporalité, des mentalités. Ou est-ce que c'est au fond une manière de se défausser et de ne pas reconnaître voilà, qu'on s'est vraiment planté quand on a soutenu des causes indéfendables? Bah, il y a des Moi, choses c'est une différentes phrase qui là, m'a toujours un peu interrogé. Voilà, je me dis, bon, que penser de cette phrase, cette réponse quand il dit les vérités sont devenues? Oui, non, mais c'est une très belle phrase. Et euh, c'est compliqué parce qu'on là, on est dans le champ de l'opinion et la question de la vérité, elle n'est pas tout à fait la Oui, même que celle bien sûr. de l'opinion. Euh, Sachant que bon, j'ai aussi ma conception de la vérité scientifique, mais Oui. enfin, je ne suis pas du tout relativiste épistémologiquement, mais je ne pense pas non plus qu'on détienne, enfin voilà, l'histoire des connaissances, c'est aussi une histoire de remise en cause des connaissances passées qui parfois peuvent continuer à avoir une valeur comme la physique newtonienne dans une certaine dimension, mais qui se révèle fausse, prise dans l'espace tel que Einstein le définit. Et c'est
ça fonctionne aussi sur d'autres sciences et dans d'autres conjonctures. C'est un peu les paradigmes de Kuhn, hein, qu'il faut qu'on rejette globalement tout un paradigme. Et je pense que le paradigme de Kuhn, ça peut nous aider là, parce que, comme les épistémés de Foucault, parce que c'est le fait de changer de lunettes, de regarder autrement et de voir des choses qu'on ne voyait pas. Et on parle de la même réalité, mais en fait, il y avait des choses qu'on ne percevait pas. Et donc, voilà, ne pas percevoir la violence symbolique, on a tous été invisibilisés. Enfin, je veux dire, moi, la première, que ce soit la domination masculine, que ce soit... enfin, voilà. Donc, je pense que de toute façon, chaque période lit le passé autrement et s'approprie le passé autrement. Hein. De toute façon, chaque période et chaque conjoncture, chaque groupe donne sens. Même quand on fait de l'histoire, on interroge souvent le passé par rapport à des questions qu'on se pose aujourd'hui, à ce que disent très bien Elias ou Max Weber, ils le disent très bien. Et donc... tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a une lecture quand même très morale qui s'impose? Oui, il y a une lecture morale qui s'impose. Je pense que c'est sans doute un moment, mais un moment peut-être nécessaire pour en fait rendre visible tout ce qui a été invisibilisé, toute cette violence symbolique qui a été invisibilisée. Mais en même temps, moi, ce que je préconise vraiment dans le livre, c'est qu'on ne peut pas réduire en fait l'histoire, l'analyse littéraire, l'analyse des œuvres à ça. C'est-à-dire c'est un aspect. Moi, je trouve intéressant ce qui a été fait pour l'exposition Gauguin à la National Gallery, plutôt que de ne pas faire d'exposition, c'est d'avoir contextualisé, d'avoir dit, voilà, Gauguin a abusé de sa position de blanc en contexte colonial auprès de jeunes filles. Et en même temps, pour moi, il y a une immense différence entre, alors j'ai pas travaillé sur le cas Gauguin, mais entre Gauguin et Matzneff, par exemple, c'est que Gauguin, quand il représente quand il fait le portrait de ces jeunes filles, il les fait vraiment apparaître dans l'espace public, il leur donne, et on les voit dans toute leur subjectivité, dans toute leur personne. Alors que Matzneff, les gamines dans les livres, c'est juste des faire-valoir de sa personne. Elles n'ont aucune consistance, aucune existence, elles sont toutes interchangeables. Enfin, voilà. Il y a vraiment, même dans leurs lettres, et donc pour moi, là, il y a une vraie différence. Et donc, voilà, on a des critères pour essayer de comprendre, comparer et voir là où il y a des œuvres qui ont une vraie... Moi, je ne suis pas pour effacer des mots d'œuvres, je suis pour les contextualiser, mais je pense qu'on ne peut pas les lire telles quelles, on ne peut pas les donner à des enfants sans les contextualiser, sans expliquer, sans dire, voilà, parce que ça participe d'une vision du monde qu'il faut remettre en cause. Voilà. Merci beaucoup, Gisèle. Alors, il y a une dernière question, on va terminer par ça. Une question anonyme. Merci beaucoup pour votre travail et présentation. Voici une question. Comment construire au XXIe siècle une lecture critique mondiale qui soit patiente, solide et réflexive, bienveillante à un certain niveau, qui construise au lieu de détruire, donc une critique qui construise au lieu de détruire. Et alors, une deuxième question. Que dire de la traduction et l'identité des traducteurs, de l'identité des lecteurs? Merci. Ah, alors ça, c'est une autre question. La première, sur la critique, je pense que c'est un vrai défi, parce que je pense qu'un des problèmes aussi, ça a été le fait qu'on a marginalisé les traditions de pensée non occidentales et que du coup, on impose des grilles de lecture qui ne sont pas fondées sur les vraies connaissances. Alors, on a des vrais spécialistes, heureusement, hein, qui sont capables de faire des travaux très approfondis, mais je pense qu'il y a à repenser, comme avec la restitution, il y a à repenser en fait des formes de coopération, de collaboration, d'échange et d'ouverture à d'autres manières de voir et de penser. Et je pense qu'on comprendra mieux, je ne sais pas, l'œuvre d'Amadou Kourouma si on a une meilleure connaissance des littératures africaines, de ces traditions-là, et on comprendra mieux en fait l'extraordinaire originalité de cette œuvre qui hybride en fait des traditions complètement différentes de manière très, très créative. Alors sur la traduction, alors en fait je m'intéresse beaucoup à
cette affaire de Amanda Gorman. Je ne sais pas si c'est de ça Sans doute. qu'il était question. Alors, est-ce que je peux en dire un mot si... En fait, j'ai été assez choquée par les réactions en France à l'affaire de la traductrice qui avait été désignée par Melonov, Marieke Rigenveld, qui donc avait été choisie. Bon, la raison pour laquelle elle a été choisie, c'était qu'elle était assez jeune, mais surtout qu'elle avait le Booker International Prize, à mon avis. C'est pas parce que c'est une traductrice de renom. Et Janice Dull, dans sa critique, la seule chose qu'elle a dit, on a raté l'occasion. Elle n'a pas dit il faut pas qu'elle traduise, elle a dit on a raté l'occasion. Et elle avait dit, elle a eu 3 arguments. Elle a dit parce que Amanda Gorman vient du monde de la poésie orale, et femme et unapologetically black. Et donc, il y avait 3 dimensions, puisque Marieke Rigenvald est non-binaire et ne vient pas de la poésie orale, elle vient de la prose, du roman. Et alors ici, on a hurlé à la censure. Et d'abord, c'est Marieke Rigenvald qui a décidé, par un poème, qui a expliqué pourquoi elle renonçait, qu'elle pensait qu'elle était capable, mais qu'elle comprenait que ça offusque des gens, donc elle s'est retirée. Et en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont hurlé que voilà que tout le monde peut traduire tout le monde. D'abord, ça n'est pas vrai. Hein, c'était l'argument, par exemple, Alain Mabanckou a dit que c'était du racisme. Oui, je sais, j'ai vu la vidéo d'Alain habillé en jaune. Je sais, mais alors moi je pense qu'elle n'a pas du tout dit ça. En fait, elle n'a pas dit ça. Elle a dit on a manqué une occasion. Et en fait, je pense aussi que, évidemment, moi j'ai été traductrice, j'ai traduit des hommes, j'ai traduit, enfin voilà, je ne pense pas qu'on peut être et qu'on doit être assigné. D'ailleurs, je ne saurais pas à quelle identité être assigné si je devais l'être, donc ça serait assez compliqué, mais en même temps, ça n'est pas vrai qu'on donne n'importe qui à traduire par n'importe qui. C'est-à-dire que quand on choisit un traducteur, on choisit, on regarde la question de l'âge, on regarde les formes de proximité, on regarde le type de rapport. Il y a les questions de langue, il y a les questions de connaissance de l'univers, de familiarité avec l'univers fictionnel, décrit ou poétique. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui entrent en ligne de compte. Ensuite, dans le cas présent, dans le cas précis, alors effectivement, elle venait pas du tout de la poésie orale, et dans le cas précis, en fait, il s'agissait de poésie de circonstance, parce que c'est quand même parce qu'elle est noire qu'elle a été choisie dans cette inauguration pour contester en fait l'ère Trump. Hein, c'était un acte, voilà. Donc il y avait une forme de symbole là qui aurait justifié le choix qu'a fait d'ailleurs Fayard, choix où il n'y a pas eu le sans faute de choisir Lou de Yakuza, qui est une chanteuse congolaise de rap congolaise belge. Alors après, en France, on a dit est-ce qu'elle saura traduire? Mais en fait, si on écoute, moi j'ai découvert comme ça, hein, je ne la connaissais pas, mais les mots de ses chansons, c'est assez poétique. Enfin, c'est pas du. Enfin voilà, je suis sûre qu'elle. Et de toute façon, je pense que dans ce cas-là, enfin, la question, c'est pas la traduction littéraire qui est en jeu, c'est de la poésie de circonstance. Enfin, voilà. Mais Gisèle, tu n'ignores pas quand même que c'est dans un contexte aussi, par exemple au théâtre, où on considère effectivement qu'on ne doit jouer des rôles que qui correspondent à ce qu'on est, ethniquement ou sexuellement, ou bon voilà, et où sont en jeu des questions d'appropriation culturelle. C'est quand même de manière très très générale un gros débat. Hein, non, mais je suis absolument d'accord. Je suis à fond dans ce débat. Là, j'y travaille. C'est quelque chose qui me trouble beaucoup. Mais je trouve que dans ce cas-là, si tu veux, on a tellement hurlé à la censure, alors qu'il n'y avait pas de censure. Il n'y a pas eu de censure. Il y a eu le cas aussi du traducteur catalan, là, où c'était effectivement qui est un grand traducteur de poésie.
voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a surinterprété ça dans le sens, pour tout ramener en fait à la cancel culture. Et je pense qu'on pourrait avoir des positions plus nuancées et mieux comprendre les enjeux, parce que là, l'enjeu, c'était aussi de dire, oui, en fait, tu dis oui, il y a les questions d'assignation, je suis d'accord, mais les premiers à être assignés à des rôles, en fait, les Noirs au cinéma, ils sont toujours assignés à des rôles où ils doivent jouer. Voilà, et donc ça, c'est l'effet d'être une minorité en position dominée. Donc, je comprends qu'il y ait des revendications, et aussi pour être traducteur, et aussi pour être dans la question ça a été le débat aussi à propos de Brett Bailey, de la question de leur présence dans le théâtre, comme comédien, comme metteur en scène. Enfin, voilà. Donc, moi, je trouve que ça soulève des questions importantes qu'il faut qu'on débatte, et que ça n'est pas à éluder comme tout ça derrière espèce d'exorcisation de la cancel culture, et en mettant tout dans le même sac. D'accord. Alors, si tu veux bien, parce qu'il nous reste 5 minutes, il y a quand même une dernière question qui vient d'arriver. Oui, je ne les vois pas, les questions, en fait. Et puis après, on va te laisser te reposer parce qu'il est déjà un peu tard en France. Merci pour votre exposé si intéressant. Vous avez dit que le nom de Flaubert inclut des traductions. Et quelle doit être la position d'un traducteur à qui une maison d'édition propose de mener à bien un projet de traduction d'un livre tel que Mein Kampf, par exemple? Quelles sont les frontières entre l'auteur, le traducteur et une œuvre qui met en valeur une idéologie de haine ou un crime comme la pédophilie? Oui, merci pour cette question, parce que c'est exactement le problème, là. On est bien d'accord. Eh bien, il y a une éthique et une responsabilité des traducteurs, et Georges Arthur Goldschmidt a par exemple réfléchi à la question quand il a traduit justement, il a écrit là-dessus dans Nathan Donado, il a traduit en fait le texte, le voyage de Handke alors c'est pas Mein Kampf, hein, c'est pas de cet ordre-là, mais il a quand même choisi de prendre un pseudonyme transparent pour marquer une forme de distance avec l'auteur. Alors c'est très compliqué, c'est extrêmement intéressant comme question, parce que c'est le double bite du traducteur, en fait. C'est que en fait, en étant fidèle à l'auteur, elle doit de plus en plus des femmes s'effacer en fait derrière l'auteur, et donc ça pose aussi la question du choix des œuvres qu'on traduit. Il y a certaines traductions qui se font pour des raisons alimentaires, qui sont plus ou moins revendiquées comme telles. Il y a beaucoup de traducteurs qui travaillent comme ghostwriter, d'autres traducteurs qui mettent leur nom en avant. Enfin, ça pose plein de problèmes très intéressants, et aujourd'hui, le traducteur, la traductrice sont reconnus comme auteurs. Alors évidemment pas au même titre, hein, c'est quelque chose sur lequel je travaille là, justement à propos de la question des noms propres et de la question de l'auteur. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce qu'en tant qu'auteur, il ou elle a une responsabilité. Quand les œuvres de Zola ont été censurées en Angleterre au 19e, c'est l'éditeur et le traducteur qui ont fait de la prison. Voilà, donc ils doivent rendre compte ils sont responsables de ce qu'ils font. Alors sur Mein Kampf, déjà, qu'est-ce que c'est que traduire Mein Kampf? Pourquoi on traduit Mein Kampf? Et maintenant, ça a été retraduit en français en version intégrale, alors avec une édition très, très, très critique. Hein. Alors là, au sens de... Voilà, c'est un ouvrage extrêmement onéreux, de 100 €, je crois, et avec une visée qui était une visée didactique, historique. Voilà, donc là, la traduction, la question, c'est aussi pourquoi on traduit, parce que la traduction peut avoir des significations différentes, et donc si c'est dans une visée pédagogique et qu'on encadre le texte d'un commentaire critique, ça n'est pas la même chose que quand on s'efface derrière et qu'on doit quasiment s'identifier avec un auteur, voilà, un auteur.
ça n'est qu'une esquisse de réponse ça mériterait, chacune des questions qui ont été posées là, dans ce débat mériterait à soi seul un séminaire entier. Et tu vois, comme ce livre qui est effectivement petit par rapport à ce que tu as fait, voilà, soulève énormément de questions parce qu'elles sont vraiment au cœur je crois, de ce qui se passe aujourd'hui. Dans la question de la critique, le rapport aux œuvres, et pour ça c'était si important, et c'est si important d'en débattre, et je te remercie beaucoup d'être, je veux dire, venu ici, mais bon, virtuellement, pour en parler, en attendant de te retrouver voilà, en personne pour continuer le débat. Merci beaucoup, Gisèle. Merci beaucoup à toi pour cette invitation et pour ce débat passionnant, et merci pour vos questions, et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces échanges sous C'est d'autres sûr, à formes. bientôt, hein, à bientôt.